C'est un séminaire de la Técopole qui est un peu particulier puisqu'il est couplé aujourd'hui avec le cycle de conférences Regards croisés sur le vivant en société. Donc c'est un cycle de conférences qui en est à sa 4e édition. Donc pendant 3 ans, les 3 premières années, il a été porté notamment par l'Université Paul Valéry, l'Université de Montpellier, les défis clés Biodivoc, Rivoc, ainsi que la MSH Sud, donc la Maison des sciences et des humanités de Montpellier. Et depuis cette année, en fait, il a été décidé d'étendre ce séminaire à l'Occitanie-Ouest, en intégrant donc parmi les organisateurs la MSH AST de Toulouse et le défi clé Octave. Donc le principe du cycle Regard croisé sur le vivant en société, il est assez simple. Il repose sur un principe simple, c'est d'inviter 2 ou plus intervenants-intervenantes. Une personne qui va représenter les sciences humaines et sociales et une personne qui va représenter les sciences du vivant, de façon à croiser les disciplines autour d'un objet, d'une discipline commune. Donc aujourd'hui, c'est la première séance commune à Montpellier, Occitanie et Toulouse qui se déroule aujourd'hui. Et c'est la 3e séance du cycle Regard croisé sur le vivant de l'année 2025-2026. Et donc on est vraiment très très heureux de pouvoir s'associer à l'Étécopole pour proposer cette séance commune. Et donc voilà, très heureux de vous voir aussi nombreux sur place, aussi en visio. Et donc, juste pour un petit détail technique, pour les personnes qui sont en visio, donc, après les interventions des intervenants-intervenantes, vous pourrez poser vos questions directement sur le chat et on essaiera de les retransmettre. Mais il y aura aussi, bien sûr, la priorité qui sera donnée aux personnes en salle. Voilà. Donc, la séance d'aujourd'hui, elle pose la question du lien entre connaissance et engagement. Et je vais peut-être laisser Jean-Louis introduire cette thématique. Jean-Louis Amtine, merci. Merci. Bon, le titre, c'est « La biodiversité s'effondre, en sait-on assez pour agir ?» Alors, juste une information avant de présenter nos 3 intervenants. Et pour expliquer la première partie du titre, au cours des 50 dernières années, le taux ou la proportion des espèces qui sont sérieusement menacées d'extinction est un ordre de grandeur supérieur à la proportion d'espèces qui ont disparu au cours des 500 dernières années. Alors cette grande accélération, elle justifie, à mon avis, le titre d'effondrement de la biodiversité, qui remet en cause finalement l'habitabilité de la planète, pour nous bien sûr, mais aussi pour tous nos colocataires, grands ou petits, qui partageons ce vaisseau. Et donc ça remet en perspective la capacité de la vie et de la planète Terre telle qu'on l'a connue. La deuxième partie du titre, elle pose la question de l'action, et finalement on se pose la question de y a-t-il quelqu'un ou un groupe de personnes qui vont prendre le beffroi d'assaut pour sonner le tocsin et déclencher l'alarme pour qu'on bouge. Alors la question n'est pas très impertinente parce qu'on a un peu l'impression que ceux qui connaissent le mieux le sujet, qui sont au cœur des faits, qui connaissent le mieux les pistes d'action, sont un peu timides, restent dans leur tour d'ivoire et agissent peu. Alors pour en débattre, on a invité 3 personnes. On a invité Carole Voisin, on a invité Stéphane Jacob et on a invité Hervé Philippe. Alors Carole, elle est maître ou maîtresse de conférences à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Elle est maître de conférences ou maîtresse en sciences de l'éducation et de la formation. Et elle est chercheuse au laboratoire éducation, formation, travail, savoir. Alors elle a un parcours assez intéressant, je trouve, parce qu'avant de rejoindre cette noble institution, elle a été pendant 15 ans professeure des écoles. Et puis subitement, en se levant un matin, elle a décidé de changer de vie. Elle a repris des études en didactique des sciences et elle a préparé une thèse sur la difficulté d'enseigner la biodiversité, puisque vous savez que ça figure dans pas mal de curriculums de l'enseignement de l'éducation nationale. Et sa thèse s'intitulait « Enseigner la biodiversité, obstacles et difficultés à un enseignement généralisé, approche philosophique, épistémologique et didactique ». Et donc on l'a invité pour répondre à notre duo d'écologues et de biologistes de l'évolution qui viennent de Moulis, au fin fond de l'Ariège. On a presque envie de les applaudir pour cet exploit. Ils ont dû braver des barrages d'agriculteurs en colère, imaginez tout ça. Stéphane
est préoccupé scientifiquement par le phénomène de la dispersion des espèces dans leur habitat. Il a développé des approches expérimentales assez élégantes, appuyées par des recherches très théoriques. Et maintenant, si j'ai bien compris, il est intéressé par les communautés de protistes dans les lacs de montagne. Hervé, c'est un tout autre profil parce qu'il est spécialiste de l'analyse et de l'étude des génomes, de leur évolution. Et ça le conduit à avoir un intérêt très marqué dans l'évolution des classifications d'êtres vivants. Mais s'ils sont là ce soir, c'est parce que tous les deux, avec un de leurs étudiants, ils ont publié en septembre 2024 un article qui questionnait justement l'engagement des chercheurs vis-à-vis de ces grandes thématiques écologiques. Il se posait la question de la deuxième partie de notre titre, faut-il vraiment en savoir plus pour agir? En d'autres termes, est-ce qu'il y a un gouffre entre ce qu'on sait et les pistes d'action? À vous trois, la soirée est à vous. Bonjour à tous et merci de me donner l'occasion de présenter mes réflexions sur le lien entre connaissances scientifiques et protection de la biodiversité. Alors le premier point fondamental, c'est de parler des conflits d'intérêts. En effet, comme l'a montré Donna Haraway, le savoir scientifique est un savoir situé qui dépend de la situation socio-historique des acteurs impliqués. En effet, dans la pratique scientifique, des choix subjectifs sont inévitables, comme le choix des données à collecter ou le choix des hypothèses simplificatrices. Ce qui va biaiser, dans mon cas particulier, ma présentation d'aujourd'hui se résume assez simplement. Ma vie dépend entièrement de l'existence de millions d'espèces vivantes, donc j'ai un intérêt à leur protection. Et en tant que salarié du CNRS, je dépends fortement de l'idéologie de l'augmentation des connaissances scientifiques. Alors pour commencer, je m'en excuse, je vais plutôt rappeler des évidences que Jean-Louis a déjà un petit peu introduit. La première, c'est le dogme de la nécessité de l'accumulation infinie de connaissances scientifiques. Un exemple est donné par Philippe Grandcoat, qui plaide pour produire encore plus de connaissances fondamentales et les partager avec la société de manière à éclairer les décisions stratégiques concernant les millions d'espèces qui peuplent la planète. En d'autres termes, toujours plus, et cela depuis des siècles. Pourquoi ça? La justification est généralement la suivante. Une meilleure connaissance scientifique de la biodiversité est indispensable à sa protection. C'est ce que nous appelons l'hypothèse de la connaissance. Donc, en bas à gauche de la représentation graphique, à droite de l'écran, vous avez très peu de connaissances de la biodiversité, donc vous protégeriez très peu la biodiversité. Par contre, en haut à droite, vous auriez beaucoup de connaissances de la biodiversité et vous protégeriez beaucoup plus efficacement la biodiversité. Alors, effectivement, on observe qu'il y a de plus en plus de connaissances scientifiques. Depuis 1750, on a identifié et décrit plus d'1 million d'espèces sur Terre, et ça se poursuit à un rythme soutenu, avec presque 200 000 espèces décrites dans la première décennie de ce siècle. C'est encore plus impressionnant pour les articles scientifiques, où on voit une croissance exponentielle depuis essentiellement 1950, et l'année dernière, il y a eu plus de 5 millions d'articles scientifiques publiés. Et c'est la même chose pour la connaissance génétique des organismes vivants. On voit sur le graphique de droite que le nombre de génomes bactériens séquencés chaque année est de plusieurs centaines de milliers, et va probablement prochainement atteindre le million par année. Et pour donner un autre exemple de génome beaucoup plus volumineux, on a déjà séquencé plus de 2 millions de génomes humains. Malheureusement, en parallèle de cette augmentation des connaissances, nous observons une diminution de plus en plus importante de la biodiversité. Alors, démontrer cette dégradation est difficile, car nous avons très peu de suivi à long terme de la biodiversité. Je pense que c'est l'Union internationale pour la protection de la nature, l'UICN, qui est probablement l'organisme qui fournit la meilleure documentation. On voit ici, sur le graphique de gauche, l'augmentation du nombre d'espèces sur la liste rouge, donc qui sont menacées d'extinction. On a d'autres exemples, par exemple pour les insectes, quelques rares études, mais qui sont très inquiétantes. Donc par exemple, en une cinquantaine d'années, on a observé la disparition de 83% des coléoptères dans une forêt des États-Unis.
Mais il me semble que la manière la plus simple de montrer la dégradation de la biodiversité, c'est de regarder la place que les humains laissent à la biodiversité. Prenons le cas de la biomasse des mammifères terrestres. On voit que les animaux d'élevage représentent 61% de la biomasse, les humains 37%. Et il n'y a seulement plus que 2% de la biomasse des mammifères terrestres qui est représentée par la faune sauvage. Après le rappel de cette évidence, c'est-à-dire qu'il y a toujours plus de connaissances scientifiques et toujours moins de protection de la biodiversité, je vais laisser la place à Stéphane. Merci. Pardon. Ouais, non, mais ça va. Pardon, par contre, moi, je vais bouger parce que je vais me sentir un peu moins stressé. Enfin, on va essayer. Bon, merci Hervé. Moi, je vais enchaîner sur un exemple un peu plus spécifique de cette accumulation de connaissances. Ça, c'est le graphique du nombre d'articles parus par an sur la thématique du changement climatique. Donc, bien plus spécifique que les 5 millions par an dont Hervé parlait. Mais on en a déjà à plus de 50 000 juste pour 2023. Donc, ce qui est une quantité de savoir, d'informations scientifiques qui est énorme. C'est vrai que du coup, je peux pas. Donc la question qu'on s'est posée, donc avec l'étudiant que Jean-Louis mentionnait, qui est Léonard Dupont, c'est en fait cette communauté scientifique en écologie et en climatologie, elle devrait, dans cette hypothèse de la connaissance, se trouver ici. Donc ces scientifiques devraient avoir une grande quantité, une grande connaissance de cet environnement, de ces problèmes, de ces crises de la biodiversité et du climat. Et donc, on s'attend à avoir une grande proportion de propension à s'engager de différentes façons. Donc, c'est ce qui pose la question de quel type d'engagement est-ce qu'on parle. Donc ça, on pourra en débattre. Il se trouve que ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas... il y a, comme l'introduisait Jean-Louis au départ, il n'y a pas tant d'engagement que ça dans la communauté scientifique. Un premier exemple dont on peut parler, c'est une étude qui a regardé, par exemple, quasiment l'intégralité de la communauté scientifique s'engage au sens de faire des présentations, des publications scientifiques ou des vidéos. Par contre, il y en a seulement un petit quart qui vont participer à des manifestations pour le climat. Un autre exemple, c'est l'utilisation de l'avion pour les déplacements, et en particulier le fait que, bon, on voit très très mal là, mais que les experts du climat se déplacent plus en avion dans leurs déplacements professionnels que leurs collègues d'autres disciplines, ce qui paraît parfaitement contradictoire. Et donc, pour expliquer ce manque d'engagement, en tout cas de certaines formes d'engagement, en tout cas manque d'engagement radical, dans la communauté scientifique, il y a deux choses dont je voulais parler là. La première, c'est l'existence de barrières à l'engagement. Donc il y en a un certain nombre qui sont pas du tout spécifiques au monde scientifique. Celles-ci sont un peu plus spécifiques. La première, c'est la croyance de neutralité. L'idée que le discours scientifique n'est valide que s'il est rationnel et neutre, et que du coup, forcément, aller manifester à une manifestation pour le climat, c'est perdre sa neutralité. Il y a la dimension de faire sa part du travail. Donc, j'ai publié des articles ou des rapports sur la biodiversité. C'est bon, j'ai fait ma part. Comme j'aurais pu acheter une voiture électrique, c'est bon, j'ai fait ma part. Une dimension qui est très importante, c'est la part du réductionnisme scientifique. Par exemple, moi, je travaille sur le mouvement, les décisions de mouvement chez les micro-organismes. Est-ce que je suis légitime dans ma connaissance hyper spécialisée pour aller questionner les dynamiques des écosystèmes et leur devenir face aux barrières, aux limites planétaires, etc. Et la dernière, qui est assez intuitive, c'est toute la part de socialisation, de rôle de notre environnement culturel, de la pression sur le travail, etc., sur la carrière, qui va potentiellement nous empêcher de changer de trajectoire.
Et le deuxième point que je vais très rapidement aborder, c'est la question, alors les termes sont à discuter, mais la question de, est-ce que dans cette hypothèse de la connaissance, est-ce que ces informations qu'on produit en tant que chercheurs et chercheuses sont de la connaissance? Est-ce que ces 50 000 articles par an sur le changement climatique sont de la connaissance? Ou est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler du savoir, c'est-à-dire des contenus d'information qu'on peut transmettre, mais qui ne forment pas à l'échelle individuelle une connaissance qui pourrait être impliquée dans cette relation, au sens d'une appropriation d'un savoir ou d'un ensemble de savoirs par apprentissage, et ce qui implique une compréhension individuelle. On passe la parole à Hervé. En résumé, donc, on dit souvent mieux connaître pour mieux protéger, mais en pratique, même les scientifiques agissent, consciemment ou inconsciemment, pour mieux détruire. Il existe de multiples explications à ce paradoxe. On pourrait par exemple parler de l'empreinte environnementale croissante de la recherche scientifique. Dans le cadre des sciences biologiques, l'utilisation massive du plastique à usage unique en constitue une belle illustration. Pour des raisons de temps, nous allons juste explorer 5 explications possibles à ce paradoxe. Donc, ça va être assez proche de ce que Stéphane vient de dire, mais formulé différemment. Le problème du partage des connaissances. Les scientifiques ne sont préoccupés que par la recherche de la vérité quand ils bâtissent de nouveaux savoirs, sans se préoccuper du tout des conséquences de ce travail-là sur la transmission des savoirs. On compte sur les autres, les plus audacieux, consacrant un petit peu de leur temps précieux à la vulgarisation scientifique, mais on ne va pas beaucoup plus loin. Et c'est exactement ce que j'ai fait pendant les 30 ans où j'ai travaillé à la classification du vivant. Mais cette déconnexion de la production et de la transmission des savoirs est quelque chose qui est assez unique au monde moderne. C'est ce que montrent très bien les anthropologues. Par exemple, Colin Friedberg explique que la classification populaire des plantes est à la fois un reflet du savoir et un moyen d'en organiser la mémorisation et la transmission. Il n'y a pas cette déconnexion. Et effectivement, avec une telle contrainte, on a du mal à envisager qu'on veuille décrire des millions d'espèces, puisqu'il est sûr qu'on ne pourra pas partager la description de ces millions d'espèces. Et Colin Friedberg précise, afin que les catégories englobantes soient un cadre efficace pour la mémorisation du savoir sur les plantes, en particulier de savoir reconnaître ces dernières, il faut que ces catégories soient fondées sur des critères pertinents dans la situation pratique où se trouvent les individus. C'est clairement une préoccupation qu'à ma connaissance, aucun scientifique n'a quand il bâtit un nouveau savoir. Il ne se préoccupe pas du tout de la situation pratique des futurs apprenants. On peut donc se demander quel est l'effet des connaissances scientifiques de la biodiversité si elles sont si mal transmises au reste de la société. Et j'espère que Carole nous en dira beaucoup plus là-dessus. Le déni. Alors ça, c'est une question importante. Le déni est un mécanisme majeur qui sert à protéger notre cerveau, à garantir notre stabilité mentale. Nous sommes très doués pour ça. Bon, bien sûr, nous nous en plaignons quand les grandes industries, comme celle de l'amiante et du tabac, s'en servent pour continuer leurs activités toxiques, comme ont montré Naomi Oreskes et Eric Conway dans l'ouvrage « Les marchands de doute ». Mais le doute est au cœur même de l'approche scientifique. Et comme le résume Christian Godin, le culte de la preuve poussé à l'extrême conforte les dénis derrière le cache de la rigueur. Et ça me semble particulièrement problématique pour la biodiversité. En effet, contrairement à la physique, qui peut s'appuyer sur un petit nombre de structures stables, en particulier les atomes, les biologistes sont confrontés à un univers d'une gigantesque complexité. Tous les organismes vivants sont différents les uns des autres, et chaque organisme vivant va être différent d'une seconde à la suivante. On n'a jamais deux objets identiques quand on fait de la biologie. On a ici une petite illustration à gauche avec des cellules de champignons qui ont exactement le même patrimoine génétique, mais qui sont très différents fonctionnellement. On a visualisé l'expression d'une protéine de stress qui est très forte quand la cellule est jaune et qui est très faible quand on ne voit plus que quelques petits points jaunes dans la cellule. Et bien sûr, si vous soumettez ces cellules qui sont pourtant génétiquement identiques à un stress, certaines vont survivre et d'autres non.
Cette extraordinaire complexité du vivant rend la définition de loi difficile, voire peut-être même impossible. La complexité est donc une source éternelle de doute dans la connaissance scientifique de la biodiversité, et cela laisse une grande place au déni, et on peut facilement imaginer que des structures, des institutions puissantes se servent du doute, et donc pour favoriser le déni, empêchant la protection de la biodiversité. Regardons maintenant l'utilisation des connaissances scientifiques. La théorie des métapopulations, qui est bien établie depuis quelques décennies, démontre l'importance des échanges génétiques entre populations d'une espèce. Ici, sur le diagramme, une espèce de poisson. Ces échanges sont très importants pour la survie et l'adaptation de l'espèce, ce qui a contribué à donner naissance à des législations françaises et européennes pour garantir la continuité écologique, en particulier via les trames vertes et bleues. L'efficacité de ces trames est encore sujet à débat, et je n'ai ni le temps ni les conséquences pour en discuter. Mais je voudrais quand même indiquer qu'on n'avait pas besoin de la théorie des métapopulations pour travailler aux trames bleues. Au XIXe siècle, par exemple, face au dépeuplement des rivières, on avait déjà installé des échelles à poissons. Le point important, cependant, est qu'il est très facile de détourner ce savoir scientifique pour faciliter les destructions. Prenons un exemple qui nous tient à cœur. Il y a 69, son constructeur, Atosca, se sert de la théorie des métapopulations dans sa propagande, même s'il n'utilise pas le jargon scientifique. Il affirme en effet que 200 ouvrages d'art vont garantir la continuité écologique. Et même la transparence de l'autoroute, c'est encore plus fort que la continuité écologique. Et je serais honnêtement fortement surpris que de tels arguments ne soient pas pris en compte par les juges quand ils rendent leurs jugements nombreux ces derniers temps à propos de A69. En résumé, mieux connaître permet de faire moins pire et donc sert de justification pour continuer à détruire. Mais revenons à l'hypothèse de la connaissance pour savoir si c'est vraiment quelque chose de sérieux. En fait, si on regarde l'histoire des sciences, la science moderne n'a pas été créée ni soutenue pendant des siècles pour permettre la protection. Elle a été créée et soutenue pour augmenter la puissance humaine, la domination sur la nature. Et effectivement, l'humanité a beaucoup plus investi dans la recherche pour détruire la biodiversité que pour la protéger. Des financements colossaux ont été investis dans la recherche scientifique pour mieux tuer les antibiotiques, les insecticides, les herbicides, etc. On a obtenu, par exemple, une extraordinaire connaissance des mécanismes moléculaires régissant le vivant, mais cette connaissance est utilisée pour détruire la biodiversité. Actuellement, les méthodes à la mode sont les petits ARN et les micropeptides, par exemple. On peut donc se demander si l'hypothèse de la connaissance n'est pas simplement un mythe pour donner bonne conscience aux scientifiques. Pour terminer, en plus du savoir et d'action, je pense qu'il est indispensable de parler de croyances, d'idéologie. Émile Durkheim voulait nous convaincre que tout dans une société fonctionne aux croyances, aux valeurs, aux idéaux. Le savoir scientifique est juste utilisé pour permettre les actions compatibles avec les croyances de notre société. Et je ne pense pas que la prospérité du monde vivant soit la croyance la mieux partagée et la plus soutenue dans la société moderne. Il faut donc se demander dans quelles conditions sociales un savoir focalisé sur la recherche de vérité va réellement être utilisé pour protéger la biodiversité. Et c'est précisément la question que se posait de manière plus générale Pierre Bourdieu il y a 50 ans, de savoir quelles sont les conditions sociales qui doivent être remplies pour que s'instaure le jeu social où l'idée vraie est dotée de force, parce que ceux qui y participent ont intérêt à la vérité au lieu d'avoir la vérité de leurs intérêts. Au vu de toutes ces constatations, on peut se demander quelles actions les scientifiques peuvent-ils entreprendre pour protéger réellement la biodiversité. Il y a certainement de multiples manières, et j'espère qu'on pourra en discuter tout à l'heure. Personnellement, j'ai choisi de lutter contre ce mythe qu'il faut mieux comprendre, de mieux connaître, mieux comprendre pour mieux protéger. Je suis convaincu que ce mythe justifie le technosolutionnisme, il y a des mesures, et donc la poursuite du business as usual. Il constitue, à mon avis, le principal obstacle à un rejet franc et massif de la croissance infinie, et donc l'ouverture vers d'autres possibles. Maintenant, je laisse Stéphane continuer et présenter son approche. Merci.
Je vais essayer de rester assis du coup. Merci Hervé. Je ne sais pas si certains reconnaissent ici, ça c'est une photo de la vallée du Vénasque, dans le Luchonnais, avec le refuge de Vénasque et son lac ou ce qu'il en reste en fin de saison. Donc jusque-là, tout est normal. Ça c'est une photo qui date du 17 août de cet été. Et la teinte jaune qu'on devine sur la photo, c'est dû aux incendies en Espagne et au Portugal à cette période. Et pour moi, cette photo, elle illustre bien à quel point aujourd'hui, on ne peut pas protéger les lacs de montagne, donc qui est un milieu que j'étudie dans mes recherches, via des actions locales. De la même façon qu'on va difficilement pouvoir protéger les glaciers en les étudiant plus ou en mettant des bâches dessus. Donc, ce qui suit, c'est absolument pas une solution, et c'est plus un questionnement, et juste témoigner d'un questionnement et d'une recherche de replacer des recherches dans une façon de faire qui a du sens pour ces histoires d'engagement. Et je serais très, très curieux de savoir ce que chacun et chacune d'entre vous en pense. Pour ce qui est de l'exemple des lacs de montagne, une approche classique et extrêmement répandue pour les étudier et donc avoir plus de connaissances et potentiellement les protéger, c'est de séquencer tout ce qu'il y a dedans. Donc on vient faire des prélèvements d'eau et on va séquencer l'ADN qui est présent dans l'eau, qui va être de l'ADN de micro-organismes vivants ou de tous les petits déchets des macro-organismes qui sont passés, de la marmotte ou l'ours jusqu'au randonneur qui a uriné dans le lac en se réveillant de sa nuit en bivouac. Et sur base de ça, on va pouvoir faire une liste, des gros inventaires de diversité avec des téra-gigas de données, des téraoctets, pardon, de données. Donc, étant donné ce qu'on a présenté juste avant avec Hervé, vous vous doutez qu'on ne croit pas très très fondamentalement dans le fait que ce type de données nous permettent vraiment spécifiquement, pour cet exemple-là, de protéger mieux les lacs de montagne. Et comme je disais à l'instant, je ne sais pas comment protéger les lacs de montagne. Quelque chose en lequel je crois, c'est que au-delà de la connaissance, et ça c'est une phrase de Corinne Morel-Darleux que j'aime beaucoup, on ne défend que ce qu'on a appris à aimer. Et donc, pour moi, la question centrale, elle est de savoir quand est-ce que cette connaissance ou ces savoirs qu'on peut produire permettent ou non d'alimenter un affect, de développer un affect pour des organismes ou des environnements ou des écosystèmes. Et alors, ce que j'ai très brièvement, parce que c'est un exemple à la fois trivial et minime de ce qu'on peut imaginer faire, c'est l'été qui vient de passer, j'ai essayé de mettre en place une recherche sur les lacs de montagne qui gardait des objectifs scientifiques très généraux et tout comme d'habitude, mais en essayant de l'ancrer dans un territoire. Donc ça, avec pas seulement du séquençage et donc des barcodes de supermarché sur un ordinateur, mais aussi de la microscopie embarquée pour être capable de montrer directement sur le bord des lacs aux gens, voilà, ça c'est les formes de vie qu'il y a là, il y a plein de Pokémon là-dedans et on peut essayer de s'en émerveiller. La courbe au milieu, c'est les températures au cours de la saison, du dégel au presque regel. Et à côté de ça, on a essayé de mettre en place des conférences en refuge, un programme rando-sciences. Et bon, ça c'est du très classique. Juste un truc dont je voulais parler, c'était... donc je parlais à l'instant de l'importance, à mon sens, du développement de l'affect. Un programme qu'on a lancé, c'est avec des scolaires. C'est pas de leur apporter des tonnes de connaissances sur les lacs de montagne et le plancton, etc., mais de travailler spécifiquement sur leur imaginaire, leur affect, en les faisant dessiner, en les emmenant au bord des lacs, en les faisant attraper du plancton, les voir à l'œil nu, les voir au microscope, et en les faisant écrire et dessiner une espèce de recueil d'histoires dont les protagonistes, c'est des organismes planctoniques qui s'appellent les légendes du plancton.
Voilà, avec l'idée de... Enfin, moi, en tout cas, ça me parle énormément, vu leur regard et vu à quel point est-ce qu'ils réagissent. Moi, je m'éclate en faisant ça. Voilà, c'est un petit point, c'est absolument pas une réponse à toutes les questions qu'on se pose, mais voilà, un essai.